Bernard-Henri Lévy, pourquoi tant de haine? C'est le thème de la semaine. C'est vrai que vos prises de position provoquent sans cesse des polémiques. Et pour poser les enjeux, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Dans la vie, tout dépend du poster qu'on met au-dessus de son lit à l'adolescence. Quand il était ado, Bernard-Henri tapissait sa chambre de posters de Malraux. C'est ça qu'il rêvait d'être. Malraux qui combat les fascistes pendant la guerre d'Espagne, mais aussi Malraux le grand écrivain, avec qui De Gaulle s'entretenait quasiment d'égal à égal. Bref, Bernard-Henri a toujours vu les choses en grand. Voilà pour cet itinéraire sur lequel j'ai préféré ne pas m'attarder davantage. Si BHL court après la gloire plutôt qu'après l'argent, c'est peut-être parce qu'il a hérité d'une fortune qui dépasse les 100 millions. À quoi bon gagner plus? Passer sa vie en costume-cravate dans des conseils d'administration, très peu pour lui. BHL serait plutôt un héritier tendance Arnaud Lagardère. Belle gueule, belle vie, belle femme. Évidemment, la grosse différence, c'est que Bernard-Henri est agrégé de philosophie. Mais BHL n'est pas le genre d'intello qui passe sa vie dans un bureau. C'est un philosophe sauvage, si vous voulez. Alors en 71, quand Malraux lance un appel pour aller soutenir les indépendantistes au Bangladesh, BHL saute dans l'avion. Et dans mes rêves d'adolescent prolongés, c'était plutôt ma guerre d'Espagne à moi. À défaut de prendre les armes, il prend la plume pour témoigner dans un livre publié à son retour. Mais BHL ne veut pas être le témoin de l'histoire, il veut en être l'acteur. Ce sera presque le cas en 92, lorsqu'il réussit à convaincre Mitterrand de se rendre à Sarajevo alors que la ville est assiégée. Mais tandis que BHL rêve d'une implication militaire, la France apporte simplement une aide humanitaire. À l'image de Malraux, qui avait réalisé un film pendant la guerre d'Espagne, BHL réalise son propre film sur la guerre de Bosnie, qui sera nommé à Cannes et au César. Mais pour devenir le nouveau Malraux, BHL doit trouver son De Gaulle. Et là, surprise, ce sera Sarkozy. En 2011, BHL milite pour une intervention militaire en Libye. Comme disaient les Tunisiens, comme disaient les Égyptiens, Kadhafi dégage. C'est la seule négociation possible. Bien bingo! Cette fois, l'armée française intervient et Kadhafi est chassé du pouvoir. BHL peut se flatter d'avoir joué un rôle dans l'histoire. Il va enfin pouvoir mettre un poster de lui-même au-dessus de son lit. Reste un paradoxe. BHL se flatte d'être un défenseur de la démocratie. Pourtant, aux européennes, il propose de ne pas tenir compte des voix de ceux qui votent populistes. Pareil pour les gilets jaunes, qu'il considère comme des factieux et des fascistes. On a vu des manifestants tuer symboliquement, mettre à mort symboliquement le président de la République. Pardonnez-moi, un président élu démocratiquement, c'est pas Louis XVI. Ça vous choque? Ça vous indigne? Normal, c'est fait exprès. Comme il le dit dans son livre d'entretien avec Houellebecq, BHL adore se faire des ennemis. Provoquer et combattre, c'est sa manière d'avancer dans la vie. Oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que moi, les gens pour qui je parle et les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui n'en ont plus rien à foutre. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab. J'aime bien la fin. Raquel, on commence avec vous, donc. BHL ou le mépris des peuples? Bonsoir Bernard-Henri Lévy, encore une fois. Moi, j'ai une discorde avec vous fondamentale. C'est que vous prétendez démocrate. Peut-être que vous l'avez été jeune ou un certain temps. Mais fondamentalement, je pense que vous ne l'êtes plus. Parce que je pense que vous ne croyez pas dans un système politique où les citoyens ont le dernier mot. Voyez-vous, pour avoir une incidence sur la vie, vous soufflez à l'oreille des puissants. Vous avez leur numéro de téléphone, l'entrée à l'Élysée. Mais nous, les simples mortels, on n'a pas d'autre moyen d'exister civiquement que le bulletin de vote. Or, vous avez passé l'essentiel de toutes ces dernières années à être très violent dans votre verbe contre nous qui demandons à exister civiquement. Et je vous en veux terriblement, terriblement pour vos propos sur les gilets jaunes, et notamment cette phrase que vous dites dans votre pièce. Vous dites que les gilets jaunes à Paris ne pensent qu'à casser du flic, casser du juif, casser du PD. Vous n'avez pas dit certains gilets jaunes, certains, c'est le jour, telle personne. Vous avez dit les gilets jaunes, et vous incitez... Non, Rachel Garrido. On l'a vu sur LCI. C'est la fin de la question, c'est le début de la réponse. Vous pouvez vérifier la vidéo. Ceux des gilets jaunes qui ne pensent qu'à casser du juif, du PD et les institutions républicaines. Bien sûr que les peuples ont le dernier mot, sauf quand ils veulent empêcher les journalistes de travailler, sauf quand ils pensent que la République n'est pas un bon régime. Ah, mais moi, je pense, par exemple, que la République, que la 5e République n'est pas un bon régime. C'est autre chose. Vouloir la 6e République, c'est autre chose. Ah. Mais
Bien sûr. Bah, c'est ce que disent beaucoup de gilets jaunes. Non, les peuples n'ont pas le dernier mot quand leur mot d'ordre c'est « allons chercher le président à l'Élysée », quand leur mot d'ordre c'est « envoyons des engins de chantier contre un ministère », ou quand leur mot d'ordre c'est de faire des quenelles au pied des escaliers de Montmartre. Donc, bien sûr que les peuples ont le dernier mot, sauf quand ils parlent comme d'autres types de personnes que vous seriez la première à dénoncer si, par exemple, c'était les gens du Front National. Vous seriez la première à trouver ça inadmissible. Bien sûr, Voilà. mais je suis aussi la première à constater que les gilets jaunes ne sont pas à l'image de ces personnes dont vous parlez, issues du Front National. Ça veut donc dire qu'il y aurait des gens qui auraient le droit de dire « je déteste les journalistes, je déteste les gays, j'en veux aux juifs et je ne veux plus de la démocratie ». Il y aurait des gens qui auraient le droit de dire ça et qui seraient sanctifiés et d'autres qui seraient l'objet de votre courroux. Non, il faut être cohérent. Oui, mais vous aussi, vous devez être cohérent. Et quand est-ce que vous vous êtes battu pour de nouveaux droits démocratiques? Quand, dans votre vie, vous avez fait autre chose que susurrer à l'oreille des puissants en étant un visiteur du soir? Vous avez été, je crois, militant, peut-être même vice-président de SOS Racisme. Oui. Il se trouve que j'en suis l'un des fondateurs et que j'en suis extrêmement fier. Et que pas de quoi s'en vanter, pourtant. Voilà, et bien justement, je m'en vante. Et ça, il était question, justement, d'obtenir de nouveaux droits. Je pense pour les immigrés, mais pour le citoyen français qui vit dans une monarchie présidentielle. Oui. Quand est-ce que dans toute votre vie d'engagement, vous vous êtes battu pour un seul droit nouveau pour le citoyen français? Vous ne faites que de dire que leur voix ne doit même pas être entendue. Vous l'avez dit dans l'Écho en Belgique, que les voix des gens qui pensent comme moi, leur bulletin de vote ne devrait même pas compter. Je pense pas, je ne sais pas comment vous pensez. Je pense que les voix, en effet, des totalitaires, qu'ils soient fascistes ou staliniens, un jour ils prendront peut-être le pouvoir, c'est possible, mais tant qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, en effet, il ne faut pas pactiser avec eux. Vous trouvez que je suis totalitaire? Je ne sais pas ce que vous pensez, Rachel Garrido. Ah bon? J'en sais, sais pas. Non, je vous écoute ici, parce que moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est les nouveaux droits et c'est réparer les injustices. Quels nouveaux droits? Donnez-moi un. Je propose, par exemple, un nouveau droit européen, qui était la proposition de Benoît Hamon à la dernière présidentielle, qui était une des rares belles idées et idées neuves de ce débat, qui est le revenu universel. Je parle d'un droit démocratique, parce que le revenu universel, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est pas un droit. Ah, donc vous êtes d'accord pour la charité, mais par contre, pas pour que nous ayons, nous les citoyens, de nouveaux droits. Je suis d'accord pour que dans une démocratie adulte, on n'ait plus le droit de dormir dans la rue. Je suis d'accord pour que n'importe quel être humain, qu'il soit immigré ou qu'il ne le soit pas, ait un gîte et un couvert, et donc un minimum de revenus. Ça, c'est un droit fondamental. Alors pourquoi vous défendez Macron qui ne fait pas ça, qui a dit qu'il n'y aurait plus une seule personne dans la rue avant la fin 2018 et qui continue de constater que les pauvres sont là? Eh bien, je ne le défends pas sur ce thème-là. Moi, je défends ce que je dis, ce que j'assume, ce que j'écris dans mes propres textes. Après, Macron, il dit très bien. Parfait. Maintenant, on passe à Natacha. Vous voulez parler à Bernard de la Libye. Oui. Ça s'appelle Complice du chaos. Dans vos grands engagements, vous avez toujours cherché à libérer les peuples opprimés par des dictateurs, quitte à vous tromper. Nous avions reçu il y a quelques semaines ici un jeune homme, Alpha Kaba, qui est passé par la Libye. Il y est resté torturé, esclave, pendant des mois, avant de pouvoir être libéré par son maître et traverser la Méditerranée. Il y aurait entre 700 000 et 1 million de migrants en Libye, dont beaucoup sont réduits en esclavage. Quand vous voyez la situation de la Libye aujourd'hui, vous qui avez incité Nicolas Sarkozy à intervenir, qui avez poussé pour que la France mène une coalition, cette coalition a dépassé le mandat qui lui était donné par l'ONU, qui était simplement d'empêcher le massacre de Benghazi et de Misrata, et c'est une coalition qui donc est allée jusqu'à la mort de Kadhafi, et ça a abouti à la situation totalement apocalyptique de la Libye aujourd'hui. Quand vous voyez tout ça, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites « je me suis trompé quelque part, peut-être que j'ai eu tort, peut-être que ce n'était pas la bonne façon d'agir » Pas un instant. Parce que je crois que vous ne savez pas ce que veut dire l'apocalypse. Si vous dites la Libye, situation apocalyptique. La vraie situation apocalyptique, c'est pas en Libye, c'est en Syrie qu'elle est. Le vrai pays qui est en train de se vider depuis 5 ans comme un évier. Le vrai pays d'où sont partis 3 millions de réfugiés. Mais ça, on le sait, mais je vous parle de la Libye. Mais attendez,
le pays où est né Daesh, où il s'est implanté et d'où sont partis les assassins du Bataclan. Ce n'est pas la Libye, c'est le califat installé en Irak et en Syrie. Ce que je veux dire par là, le bilan de la non-intervention en Syrie, le bilan du fait qu'on se soit dit c'est pas notre affaire, que ces Arabes se débrouillent entre eux, qu'ils s'étripent s'ils veulent, ça ne nous regarde pas, Alors. il est terrible. C'est Al-Qaïda, c'est le chaos et c'est des migrations massives. Le bilan de l'intervention en Libye, il est évidemment pas idéal parce que... Ah non, pas idéal. non. Mais bien sûr que non. Parce que c'est comme ça, l'histoire humaine, elle ne se fait pas d'un coup. Et parce que les démocraties ont commis une faute, c'est de ne pas faire le travail après. C'est-à-dire de ne pas avoir accompagné ce peuple libyen qu'elles avaient libéré dans la construction d'un État-nation authentique. Mais il est infiniment moins apocalyptique que le bilan de ce qu'on voit en Syrie aujourd'hui. Deuxième question. Vous avez présenté à Nicolas Sarkozy ce Conseil national de transition libyenne qui devait apporter la démocratie, qui devait être une solution, c'était l'opposition à Kadhafi. Oui. Quelques mois après, le président du Conseil national de transition, Mustapha Abdel Jalil, expliquait que la charia était incontournable dans la future loi libyenne et que toute loi qui contredisait la charia devait être déclarée illégale. Est-ce que vous ne vous dites pas là aussi qu'une fois de plus, vous avez rêvé de trouver des grands démocrates et que vous avez soutenu des gens qui sont des islamistes purs et durs? Et ça n'a jamais été mon raisonnement, si vous me faites la bonté de me lire un jour. Vous êtes trompé. Mais bien sûr que non. Il se trouve non, bien sûr que non. j'ai publié... Mais non, attendez, Natacha Polony. Il se trouve que j'ai publié mon journal jour après jour des mois en question. Et que j'en ai tiré un film aussi qui s'appelait Le Serment de Tobrouk. Donc tout est là. J'ai vu le film, j'ai Pendant vu le tous livre. ces mois-là, j'ai vécu dans la hantise, en effet, que cela se passe. J'ai vécu dans l'idée qu'il était évidemment possible que ces gens que je soutenais ne soient pas des démocrates churchilliens, pour revenir. Mais en revanche, ce que je pense, il n'y a pas de peuple à qui on puisse dire, a priori, la démocratie, c'est pas pour vous. L'Occident, jusque-là, avait toujours soutenu les dictateurs. Il avait soutenu, comme il a fait aujourd'hui avec Bachar al-Assad, il avait soutenu les dictateurs depuis des décennies. Un peuple à se soulever, il prenait ses responsabilités. Je crois que c'était juste, en effet, de ne pas lui fermer la porte. Juste un mot, c'est-à-dire vous parlez de renverser des dictateurs, sauf que les dictateurs que vous avez renversés sont des dictateurs laïques qui ont tout le temps été remplacés par des dictateurs théocratiques. Moi, je préfère un dictateur laïque qu'un dictateur théocratique. Et moi aussi. D'accord. Mais dans quel cas est-ce que je... Ça a commencé avec l'Iran, ça s'est continué en mais Libye, l'Iran, ça s'est continué dans tous les pays, et il n'y a que Bachar el-Assad qui s'en est sorti, parce que sinon, il y aura un califat pour de vrai. Ai-je soutenu le renversement d'une dictature et qui aurait débouché sur une théocratie? L'Iran, la Libye. Non. La Libye. Il y a une dictature théocratique en Libye. Écoutez, non, il y a des camps d'entraînement en Libye. Ce que je veux dire, attendez, il y a un mois, à la place où vous êtes assis, il y avait Alpha Kaba, ce jeune Guinéen de 30 ans qui a vécu pendant 2 ans un enfer en tant qu'esclave. Ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas comment doit réagir Alpha Kaba aujourd'hui en sachant qu'à cette même place est assis aujourd'hui peut-être un des responsables de l'enfer qu'il a vécu. Et donc, Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oui, eh bien moi je ne sais pas comment réagissent en vous écoutant les centaines de milliers de Libyens. C'est pas un, c'est pas 1000, c'est pas 10 000, c'est des centaines de milliers de Libyens qui ont été torturés pendant les années Kadhafi. Et comment réagissent les Tunisiens qui se battent pour que la révolution il y avait chaque année en Libye, il y avait une cérémonie nationale. Il y avait tous ces camps d'entraînement de djihad qui sont là, qui leur empêchent d'avoir une démocratie. Les camps d'entraînement du djihad, je les ai vus. Je suis allé au contact de ceux qui les combattaient. Ils étaient en Irak et ils étaient en Syrie. 1 million de Ils étaient pas réfugiés en Libye. libyens en Tunisie. On passe à Gilles William. Donc pour vous, Bernard-Henri Lévy est responsable des dérives de l'antiracisme. Assurément. Dites-lui. Je veux vous dire combien je suis en opposition complète avec ce que vous avez fait à SOS Racisme et ses suites. D'abord, SOS Racisme, dès le départ, moi je l'ai dit et un peu écrit, c'était difficile à l'époque, la petite chose jaune là, sur la poitrine. C'était une main. Elle était jaune et certains avaient compris que ce petit clin d'œil, sans doute inconscient, en tous les cas subliminal, avec l'hitlérisme, était quelque chose d'obsessionnel qui a coûté très cher. Et d'ailleurs, même le vocable SOS Racisme semblait aussi vouloir dire, et d'autres l'ont dit comme Baudrillard,
que d'une certaine manière inconsciente aussi, on voulait aider le racisme. Et d'ailleurs, pardon, j'ai pas fini. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas fini, mais moi, je ne vous permets pas de sonder mon inconscient, ni de celui de mes camarades de l'époque. Oui, d'accord. Ah ben oui, l'inconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu cette année-là, en 1984, un geste de fraternité et de générosité de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont dit le racisme, ça suffit. Et qui ont dit surtout, et c'est ça qui était important, dresser les communautés les unes contre les autres, il faut arrêter. Bon, écoutez, en tous les cas, le résultat n'est pas extrêmement brillant, vous me l'accorderez, et j'essaie de... Bon, d'accord. Ah bon, si vous êtes content de la manière dont en ce moment ça se passe dans la société française, et qu'on aille massacrer les enfants juifs dans les écoles, c'est votre problème. Mais ce que je veux dire, moi j'ai un peu... Et quel est le rapport entre SOS Racisme et le massacre des enfants juifs dans les écoles? Par exemple, d'avoir criminalisé le discours sur l'immigration, d'avoir criminalisé la critique de l'antisémitisme islamique, d'avoir criminalisé à l'époque même la critique de l'islamisme, ça a effectivement eu quelques conséquences. Mais la chose principale que je reproche dans le dévoiement de ce mouvement antiraciste à l'époque, c'est d'avoir fait des Français des Dupont-Lavejoie racistes en puissance et d'en persuader la communauté immigrée. Il y a une phrase, moi, de vous, qui m'est restée et qui me restera longtemps en travers de la gorge, même si c'est vous qui l'avez prononcée, c'est cette fameuse phrase à Globe. Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bref, franchouillard ou cocardier, m'est étranger, sinon odieux. Eh bien, moi, je pense que cette manière de caractériser le peuple français, c'est du mépris. Mais je ne crois pas que ça soit ça, le peuple français. C'est pas du mépris. Mais je ne crois pas que ça soit ça, le peuple français. C'est aussi le béret et la bourrée. Hein. Ah bah, c'est aussi le béret et la bourrée. Mais le mot franchouillard, franchouillard, Bernard-Henri Lévy. Mais je ne crois pas que les Français soient franchouillards. Je crois que Le Pen est franchouillard et je ne crois pas que le peuple français soit franchouillard. Je crois que le peuple français a été grand, est grand, peut être grand. Le peuple français... Attends, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler maintenant. Une seconde. D'abord, la criminalisation de l'anti-islamisme, enfin, vous avez rêvé ça. Moi, quand je critiquais l'islamisme il y a 20 ans, les gens me jetaient des pierres. Enfin, Bernard-Henri, il y a 20 ans. Vous savez ce que c'était de critiquer il y a 20 ans? On nous critique d'islam homophobe. Je vous en supplie. Mon cher ami, moi, ça fait 25 ans que je dénonce l'islamo-fascisme. Ça fait 25 ans que je dis que l'islamisme radical, c'est pas l'enfant de la misère sociale ou des excuses sociologiques, mais que c'est un enfant de l'islam. Je l'ai écrit, j'ai fait un livre en 1994 qui s'appelait La pureté dangereuse pour construire ce concept-là. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous là-dessus. Par ailleurs, le peuple français, c'est Pétain et c'est De Gaulle. C'est en effet le Front National et tout ce qui va avec. Et c'est aussi une belle et grande insurrection démocratique. C'est les deux. Et je refuse, moi, cette réduction à laquelle vous procédez, de réduire le peuple français à une affaire de bourré et de béret. Vous n'entendez pas, qu'en employant le mot franchouillard, vous n'entendez pas avoir une sorte de mépris par rapport à la Marseillaise, alors que je suis certain que vous vibrez sur d'autres hymnes, a eu tendance à laisser à penser à une partie de la communauté immigrée que les Français étaient des sales racistes. Est-ce que ça, au moins, vous entendez ce que je vous dis? Non, parce que... Vous ne l'entendez pas? Mais je ne l'entends pas. À l'époque d'Harlem Désir et de Julien Drey, nous ne cessions de dire au peuple français qu'au contraire, il était grand. Et qu'il était grand quand il acceptait de se séparer de ces démons qui, de temps en temps, le pourchassent et viennent le hanter, et qui prenaient la forme, à l'époque, du Front National naissant. Donc le peuple français, il est grand. Mais à l'époque de SOS Racisme, le simple fait de parler des flux migratoires était déjà consubstantiel d'un racisme franchouillard. Pas pour moi. Gilles William Goldanel, on peut d'un côté dire que cette espèce de politiquement correct dominant aujourd'hui est atroce, et dire en même temps qu'on aimerait un monde où on ne dresse pas les uns contre les autres, les Juifs et les Arabes, et ainsi de suite. Moi, c'est pour ça que je me suis battu toute ma vie contre cette horreur, cette peste, cette lèpre de l'esprit qui s'appelle
la concurrence des mémoires, la compétition des victimes. Je hais cela. Bien. À travers tel ou tel épisode de ma vie, c'est contre ça que je me suis battu.